Salut à tous, les gones, salut YouTube, j'espère que tout le monde se porte bien, on se retrouve pour une petite vidéo après une trêve qui fut bien longue malheureusement parce que les trêves en sélection, franchement plus le temps passe et plus ça me gonfle, je ne vous le cache pas, c'est super long, l'OL me manque beaucoup et en plus l'équipe de France produit un foot qui est sincèrement, je vais rester sympa, qui est moyen en termes techniques, alors j'ai hâte de vous reparler un petit peu de notre cher Olympique lyonnais. Et quoi de mieux qu'une petite vidéo un petit peu en mode à la bonne franquette pour évoquer, on peut dire un petit bilan, projection de ce qu'a fait le club depuis la rentrée de la Ligue 1 jusqu'à la prochaine trêve, donc dans un mois, parce que oui, dans un mois on remet ça, l'OL va encore nous manquer, on va devoir se retaper des matchs de l'équipe de France de monsieur Didier Deschamps, bref. Mais avant de commencer, n'oubliez pas les gones, pensez, si vous aimez le contenu évidemment, à liker, commenter, partager, activer la cloche et 5e point, vous abonner, c'est super important pour la progression de la chaîne, je compte sur vous, merci beaucoup les amis. Pour commencer, premier sujet, assiste-t-on à l'OL à une révolution ou une évolution? Ma réponse, je pense que vous la connaissez, j'en ai fait une vidéo durant le débrief de match contre Nantes. Pour moi, on est en plein dans une évolution de l'OL de Pierre Sage. Parce que oui, sur le terrain, durant trop longtemps, rappelez-vous les matchs contre Toulouse, ça avait été le pompon en termes d'attitude catastrophique. En début de saison, contre Rennes, contre Monaco, contre l'OM également. Trop souvent, on a été frappé en transition attaque-défense, par manque de rigueur, par manque d'agressivité. Et là, enfin, on retrouve des comportements qui sont bien plus adéquats avec le haut niveau. Et rappelez-vous, là encore, je mets à l'écran quelques petits screens pour vous rafraîchir la mémoire, les gones, mais contre Toulouse, vraiment, je crois qu'on a assisté au pire match en termes d'attitude. Et je me rappelle les séquences de jeu contre Toulouse, c'était le pompon, vraiment, là, c'était le summum du non-repli défensif, ces phases de jeu où on avait non pas 10 joueurs, comme ça devrait être le cas dans toute équipe de haut niveau qui font le repli, mais seulement 4 ou 5 qui au petit trop venaient faire les efforts. Rappelez-vous ces séquences de jeu, à la perte de balle on se faisait foudroyer contre Monaco, contre Rennes, contre l'OM aussi, le but de Rowe, l'anglais en fin de match, c'est une transition aussi. Bref, toutes ces séquences de jeu, on a été vraiment très mauvais, et qui durant, je dirais peut-être 2-3 matchs, Monaco, Rennes, notamment, m'ont fait croire qu'on allait peut-être revivre ce qu'on a vécu de triste l'an passé. Franchement, je le cache pas les gones, j'ai craint durant 2-3 semaines que l'on vive à nouveau les mêmes problématiques, parce que en termes de comportement c'était pas bon du tout, en termes d'attitude de repli défensif c'était très mauvais. J'avais été critique lors des matchs contre Lens, contre l'OM, parce que j'avais trouvé qu'on avait été trop dans l'attente, trop dans l'équilibre, l'excès d'équilibre au détriment de l'inspiration et de la créativité. Contre Lens, match très solide, contre Olympiakos, match très solide, il fallait ces matchs défensivement des matchs références. On les a fait, et je pense que par la suite, le coach a été, alors pas contraint, c'est un grand mot, mais il a voulu s'ouvrir en s'appuyant sur ce qui avait été bien fait défensivement pour créer un peu plus offensivement. Et dans l'équation, ce qui pour moi est une évolution importante, c'est l'intégration de profils de joueurs de déséquilibre, forts dans le 1 contre 1, parmi lesquels Ryan Cherki, évidemment, ce joueur qui dans le cœur du jeu peut créer une différence du droit, du gauche par l'inspiration. Ce qui a trop manqué, je dirais à l'OL durant quasiment 2 semaines, c'était trop stéréotypé, trop scolaire, trop convenu, trop lisible, et Cherki a largement, quoi qu'en disent les grincheux, il a largement redistribué les cartes, parce que le jeu était beaucoup plus inspiré. On l'a vu, les matchs récents contre les Rangers, quand il est dans le 4-3-3, meneur excentré à droite, contre Nantes, quand il est dans le cœur du jeu en tant que numéro 10, on a vu 2 matchs de meilleure facture, avec plus d'inspiration. Certes, en transition, quelques petits points à régler, c'est vrai, mais quand tu joues un football porté résolument vers l'avant, un football offensif et plus agressif, c'est pas non plus illogique et déconnant que tu prennes en compte des transitions attaque-défense. C'est pas déconnant. Mais ça, il faut, je pense qu'on l'accepte tous. Si on veut un OL plus chatoyant, plus technique, plus porté vers l'avant, en contrepartie, il faut aussi tolérer qu'il y ait parfois des transitions où oui, on va concéder une occasion, mais quand dans les cages, tu as Lucas Perry qui fait 2,50 m quand il s'étend de tout son long et qui est très fort sur sa ligne, bon, voilà, tu peux quand même prendre des risques. T'as de quoi, derrière, je pense, combler cette prise de risque et ce déséquilibre qui, durant très longtemps, a manqué à l'OL. Donc, pour moi, une évolution sur le plan du jeu, d'un OL très rudimentaire, scolaire, à un OL équilibré dans l'excès d'équilibre, et enfin, 3e point, un OL
qui est plus dans la créativité, qui assume enfin cette touche technique, ce déséquilibre, l'inventivité des joueurs de foot qui ne sont pas robotisés, qui ne sont pas automatisés, qui ne sont pas standardisés. Ces joueurs que j'aime tant et qui manquent cruellement au football de maintenant. Prenez un cas concret qu'on a vu récemment en sélection de l'équipe de France de Deschamps. Quand je vois un milieu de terrain Guendouzi, Tchouaméni, plus d'autres qui peuvent se greffer dans le cœur du jeu comme Zaïre Emery ou d'autres que j'oublie. Voilà, ça c'est un foot qui ne me parle pas beaucoup, c'est un foot qui est stéréotypé, standardisé, où tout le monde fait les mêmes choses, à savoir courir, faire les efforts, bouger, courir, faire les efforts, bouger. Oui, mais dans tout ça, le foot, il est où en fait? Le rapport au ballon, il est où? Et quand on a dans l'équipe des joueurs comme Cherki, Fofana, évidemment, Malik Fofana, des joueurs comme lui qui sont dans le déséquilibre, qui peuvent, par leur gestuel fluide, créer de vraies différences, on ne peut pas s'en priver. Et la Ligue 1, je le rappelle, est une ligue, alors c'est un peu dur ce que je dis, mais je l'assume pleinement, c'est un championnat qui est médiocre dans l'homogénéité. On est globalement tous, sur les 18 équipes présentes, à un niveau où il n'y a pas de grands écarts, et réciproquement, entre le 3e, 4e, donc l'OM, Lille, et le 8e, 9e, qui est Strasbourg par exemple, il n'y a pas un écart de fou. Je pense qu'entre ces équipes-là, dont nous, il y a largement la place, avec un tel effectif, de tirer son épingle du jeu. Deuxième thème de la vidéo, le coach Pierre Sage. C'est le titre du sujet, parce que pour moi, alors c'est un titre qui est volontaire, j'ai fait exprès de le prendre comme ça et de le formuler ainsi. Pour moi, c'est l'émergence, l'éclosion, l'affirmation du coach Pierre Sage. On a eu durant, je dirais, alors ça fait quasiment un an qu'il est en place à l'OL, durant des mois et des mois, on a vu un manager, quelqu'un qui redressait les têtes et les esprits, qui a fait du bien mentalement au groupe, donc plus un éducateur. Et là, depuis la reprise, depuis maintenant 2-3 matchs, je dirais, on voit émerger non plus l'éducateur Pierre Sage, qu'on avait face caméra, brillant, pédagogue, professoral, mais l'entraîneur, le coach Pierre Sage. Et là, pour le coup, je tiens à dire un immense merci et un grand bravo aux équipes de l'OL, du numérique, de la communication. Coucou Sèvres Romani et coucou aussi à Alexis. Le job qui est fait, le boulot qui est fait en termes de communication, les insides, c'est juste fantastique. J'adore ce contenu-là. Depuis le temps qu'on demandait un contenu inside au cœur du club, on l'a enfin. Il est bien traité, il est bien filmé, c'est beau à voir, ça se consomme d'une traite, ça va tellement vite d'ailleurs. Et dans ce contenu-là, OL Inside, on voit des séquences de vie du groupe. Et c'est ça le foot. Le foot, c'est les vestiaires. Le foot, c'est dans le cœur d'un vestiaire. Et on voit des séquences de vie qui sont franchement passionnantes. On voit en fait l'émergence, l'éclosion d'un coach qui s'affirme, qui prend des positions très tranchées, qui n'hésite pas à dire au groupe dans le vestiaire ce qui va, ce qui ne va pas. Et c'est franchement positif, c'est intéressant. Et il y a un côté, vous savez, en gros, le club grandit, l'effectif grandit, les joueurs grandissent, et en même temps, en parallèle, le coach grandit aussi. Et c'est franchement, c'est kiffant. Quand tu vois un homme aussi intelligent que Pierre Sage, qui en plus est très très structuré sur le plan intellectuel, quand tu le vois comme ça grandir, s'affirmer, devenir vraiment un coach, là on voit le coach Pierre Sage qui s'affirme, qui prend position, qui prend ses marques, et qui n'hésite pas à dire clairement les choses. Il pose les termes. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a en fait deux Pierre Sage. Il y a un Pierre Sage face caméra, en public, devant les micros des diffuseurs, où en gros il nous sort un discours très très posé, très très intellectualisant, professoral, et moi j'aime ça, parce que ce côté professeur qu'a Pierre Sage, c'est un profil de coach que j'aime beaucoup, mais il n'a pas que ça. Il a aussi le côté manager, et là-dessus il est excellent. L'an passé, le redressement de l'OL en Ligue 1, c'est pour moi en grande partie lié au travail de management du coach. Et toute proportion gardée, évidemment, pour moi, le coach Pierre Sage, il me rappelle, il est presque à mi-chemin entre deux coachs qu'on a beaucoup aimés à l'OL et qu'on a bien connus, nous qui avons plus de 30 ans, en l'occurrence Paul Le Guen et Gérard Rouillet. Il a ce côté très très clinique de Paul Le Guen, le gars qui sait où il va, il pose les termes, le discours est posé, maîtrisé, très clair. Et il a ce côté en même temps
plus surplombant, qui prend du recul, de la hauteur, plus intellectuelle. Gérard Rouillet d'ailleurs, qui avant d'embrasser une carrière d'entraîneur de football de haut niveau, était professeur d'anglais. Ce n'est donc pas vraiment un hasard si entre Pierre Sage et le coach Gérard Rouillet, je trouve des points communs, des passerelles entre les deux. Et ces documentaires inside sur le coach, sur Pierre Sage, sont pour moi utiles au moins pour ça. Alors pour nous, c'est super intéressant en tant que spectateur, en tant que fan de l'OL, mais pour le grand public, ce qui est positif pour le coach, c'est qu'on voit un aspect de lui, de son caractère, qu'on ne soupçonnait pas vraiment, qu'on n'avait pas encore vu, qu'on n'a pas encore décelé. Le côté manager, homme de vestiaire qui va prendre la parole, qui va parfois hausser le ton, ce qui est rare chez Pierre Sage, mais quand il le fait bien. Et je ne vous cache pas, alors le montage faisant que ça aide, mais sur quelques séquences, j'ai eu des frissons, parce que ouais, je le cache pas, j'ai aimé ce qu'il a dit contre l'Olympiakos à la mi-temps, j'ai aimé son discours, j'ai aimé cette prise de parole où en gros, voilà, il dit clairement les choses, il faut se bouger, il faut en faire plus, il faut courir, et il a ce côté surtout qui me plaît beaucoup et qui me fait croire qu'en homme intelligent qu'il est, il ne peut que réussir à l'OL ou ailleurs, il est un coach moderne. Dans les séquences, on le voit bien, il parle à la fois anglais, français, il est captivant, il trouve les bons mots, et même dans son discours, le coach me semble bien plus compréhensible, bien plus intelligible. Il fut un temps où les prises de parole étaient très longues, très savantes, très scientifiques, très professorales, avec beaucoup de mots techniques que parfois on peut avoir du mal à saisir, mais là je vois un coach qui va sur des phrases plus courtes, plus directes, plus impactante. Et là, j'ai une phrase qui m'a beaucoup marqué positivement, évidemment, du coach Pierre Sage. On est à la mi-temps, dans le vestiaire contre Olympiakos au Parc OL, et on est 3 jours, quasiment 4 jours après l'Olympico contre Marseille, perdu dans des conditions terribles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le coach, à la mi-temps, donc il y a 0-0 pour l'OL contre Olympiakos, et Pierre Sage a des mots, une phrase qu'il prononce et qui m'a beaucoup marqué. On le voit sortir de ses gonds, littéralement endosser le rôle du coach manager qui va affirmer les termes, et il tape du poing en disant « We win this fucking game ». Et ben ça paraît tout bête les gars, mais pour moi, c'est un aspect du coach que je n'avais encore jamais vu, en tout cas publiquement, et je me dis que oui, le coach Pierre Sage, le coach et plus l'éducateur, il est en train d'émerger, et ça fait vraiment très très plaisir à voir. C'est une belle éclosion que nous livre dans des contenus inside le club. Merci encore aux équipes de l'OL et bravo au coach Pierre Sage. Et enfin, 3e thème de la vidéo, objectif 20 points, mais qu'est-ce que ça veut dire Mika? Vous allez me dire, c'est tout simple. Pour moi, lors de la prochaine trêve qui aura lieu dans mon souvenir aux environs du 10 novembre, donc environ dans un mois, un peu moins d'un mois à l'heure où je vous parle, je pense que l'OL aura atteint la barre des 20 points. On a en tout en Ligue 1 4 matchs à jouer. Je vous mets à l'écran les différents matchs que l'OL va disputer, parmi lesquels Le Havre, Auxerre, Lille, d'ailleurs j'y serai au Stade Pierre-Mauroy, j'y serai pour encourager nos gones, et enfin le derby contre Saint-Etienne. Pour moi, sur les 4 matchs de Ligue 1, donc Le Havre, Auxerre, Lille et les Steph, je pense qu'on doit prendre, allez, 10 points, ça me paraît pas déconnant. Contre Le Havre, si on est ambitieux, sérieux, c'est 3 points. À la maison contre Auxerre, logiquement 3 points. Contre Lille, plus difficile. Je mets un joker, mais je pense qu'un OL sérieux investi doit prendre 1 point contre Lille, d'autant plus que les Lillois, j'en parlerai après, ont un calendrier qui est tellement difficile, ils vont jouer de mémoire. Donc nous, le RC Lens, ils vont jouer la Juve et l'Atlético Madrid. Rien que ça en l'espace de quasiment 2 semaines. C'est monstrueux. Donc pour moi, en Ligue 1, sur les 4 matchs, objectif 10 points. On en a 10 à l'instant T, 10 plus 10 égale 20. Et si on fait 20 points, je pense que c'est un petit peu la take, c'est le pari que je prends avec vous en face caméra. Je pense que si l'on prend 10 points sur 12, l'OL sera 4e dans un mois. J'en prends le pari parce que quand je prends les différents matchs que vont jouer nos concurrents directs, que sont Lens, que sont Marseille, que sont aussi Lille, par exemple, ils vont jouer du lourd, du très très lourd. Je rappelle que quasiment tous ceux-là vont jouer Paris dans les prochains matchs. C'est le cas de Marseille qui jouera le Classico dans mon souvenir dans 2 semaines, je crois, dans 15 jours. Lille a un calendrier de folie, de fou furieux avec des matchs en LDC, en Ligue 1, que du lourd. Mais en tout cas, nous concernant, je pense que si l'on gère bien les 4 matchs de Ligue 1, on sera bien placé, bien replacé pour être ambitieux et être fort dans l'ultime virage avant la trêve de Noël. Donc pour résumer, je vous mets à l'écran ma projection en termes de points pour l'OL d'ici les 6 prochains matchs, dont Ligue 1 plus Europa League. Donc Le Havre 3 points,
Contre Auxerre, 3 points. Contre les Lillois, je pense 1 point. Mais si mieux il y a, tant mieux. Et contre les Steph, 3 points impératifs pour le derby qui fait son grand retour du côté du parc OL. Et en Europa League, 2 matchs importants. Alors, j'ai mis contre Beşiktaş à la maison une victoire pour connaître plutôt bien les clubs turcs. Et coucou à mon pote Dervis qui est fan de Galatasaray. Je ne suis pas franchement inquiet. Je pense que Beşiktaş c'est largement jouable. Même s'il faudrait être sérieux, ils ont quelques bons joueurs qu'on connaît bien aussi en France, parmi lesquels un certain Jean Onana ou encore un certain Oxlade-Chamberlain qui était à Liverpool il y a encore quelques temps. Bref, une équipe qui est d'un bon niveau en Turquie, mais je pense largement dans nos cordes à domicile avec un OL qui sera sur une bonne dynamique, je l'espère, après une victoire contre Le Havre, là encore, je l'espère. Et j'ai mis 1 point du match nul contre Hoffenheim. Match pas facile à jouer à l'extérieur, donc j'ai mis 1 point, ce qui fait qu'en Ligue 1, total 10 points sur 12, ça me paraît largement jouable, voire plus. Et en Europa League, 4 points sur 6, ça me paraît là encore jouable. Et je pense, c'est un peu le pari que je prends avec vous en vidéo les amis, si on fait 10 sur 12 en Ligue 1, on sera 4e d'ici un mois, ça me paraît plutôt cohérent. Et en Europa League, si on fait 4 sur 6, on aura donc 10 points. À mes yeux, avec 10 points, tu es tout proche d'être qualifié pour les matchs à élimination en Europa League. Donc, si je conclue là-dessus les amis, pour moi, on est sur un tournant déjà en Ligue 1. L'OL a affronté beaucoup de gros morceaux récemment, parmi lesquels Marseille, Monaco, Rennes. Pas facile, Lens également. Là, on a un tournant plus simple et je pense que si l'OL gère bien ce tournant, on a peut-être affaire à un moment charnière de la saison qui, je l'espère, nous mettra sur les bons rails pour peut-être être d'ici novembre, décembre, dans les cordes, dans les clous pour jouer en Ligue 1 la LDC et en Europa League, un match à élimination directe. C'est tout ce que je peux souhaiter à notre cher Olympique lyonnais. Bref, c'est la fin de la vidéo les gones. Si vous avez aimé le contenu, pensez à liker, commenter, partager, activer la cloche et 5e point, j'écoute. Vous abonner toujours évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Allez l'OL toujours évidemment. Ciao ciao.